Dans les bureaux feutrés de la rédaction, une tension sourde s'installait dès les premières heures, comme une pression invisible qui pesait sur chaque geste et chaque décision. Rien n'était encore officiellement déclenché, et pourtant tout semblait déjà engagé dans une direction irréversible, comme si les événements avaient pris de l'avance sur ceux qui tentaient encore de les maîtriser. Derrière les vitres, la ville continuait de vivre dans une apparente normalité, mais à l'intérieur, les équilibres fragiles qui maintenaient certaines vérités enfouies commençaient à céder. Fourneau, habituellement sûr de lui et ancré dans une logique de contrôle éditorial, se retrouvait cette fois dans une position inconfortable, presque étrangère à lui-même. Il n'était plus celui qui décidait du récit, mais celui qui subissait une narration imposée de l'extérieur. Lorsqu'il tenta d'ouvrir son tiroir, ce geste banal prit une dimension inattendue, car il se heurta non pas à un simple blocage matériel, mais à une présence qui venait perturber l'ordre qu'il s'efforçait de maintenir. Valérie se tenait là, immobile, mais traversée par une colère qu'elle ne cherchait même plus à dissimuler. Son regard n'était pas interrogatif, il était accusateur, comme si la vérité avait déjà été établie et qu'il ne restait plus qu'à en mesurer les conséquences. Fourneau comprit immédiatement que le moment qu'il redoutait n'était plus une hypothèse mais une réalité tangible. Les photos, qu'il avait tenté de reléguer au rang de risque théorique, venaient désormais s'imposer dans le réel avec une force brutale. Ce qui le déstabilisait le plus n'était pas seulement la menace que représentaient ces images, mais la posture de Valérie elle-même. Elle ne cherchait pas un arrangement, elle ne négociait pas, elle confrontait. Cette absence de stratégie apparente rendait la situation encore plus dangereuse, car elle échappait aux logiques habituelles qu'il savait manipuler. Pour la première fois depuis longtemps, Fourneau ressentit une perte de contrôle profonde, comme si le rôle qu'il occupait depuis toujours venait de lui être arraché sans qu'il puisse opposer la moindre résistance. Dans un autre registre, mais avec une intensité tout aussi calculée, Elisabeth Bastide poursuivait son propre jeu. Contrairement à Fourneau, elle ne subissait pas la pression, elle la redistribuait. Lorsqu'elle retrouva Catherine, elle adopta une posture parfaitement maîtrisée, donnant à la conversation une apparence anodine qui masquait en réalité une intention bien plus précise. Chaque question posée n'était pas un simple échange, mais une tentative de pénétrer le système de Sérignan, d'en comprendre les failles et d'en anticiper les réactions. Catherine, habituée aux jeux d'influence et aux stratégies dissimulées, ne tarda pas à percevoir l'anomalie dans cette curiosité soudaine. Elle comprit que cette discussion n'avait rien d'innocent et qu'elle servait un objectif qui lui échappait encore. Cette prise de conscience ne donna lieu à aucune réaction immédiate, car elle savait que les véritables rapports de force ne se manifestaient jamais frontalement. Cependant, une vigilance accrue s'installa en elle, comme une alerte silencieuse qui lui indiquait qu'Elisabeth préparait quelque chose de plus vaste qu'une simple collecte d'informations. Dans le même temps, une autre forme de tension se développait, moins visible mais tout aussi déterminante, du côté d'Ève. Contrairement aux autres protagonistes, elle ne participait pas à une bataille stratégique ou économique, mais à une lutte intérieure qui la consumait lentement. Après des débordements marqués par la colère, elle avait accepté de franchir une étape en décidant de consulter un psy, une décision qui, en surface, pouvait être interprétée comme une volonté d'évolution. Pourtant, cette démarche ne traduisait pas une véritable pacification. Elle relevait davantage d'une tentative de contenir une douleur encore vive, une colère qui n'avait trouvé ni issue ni résolution. Lorsqu'elle s'adressa à Charles pour apaiser les tensions passées, son attitude semblait empreinte de sincérité, mais cette sincérité restait fragile, presque instable, car elle reposait sur un équilibre précaire. Derrière cette volonté de réparation, subsistait une rage silencieuse qui continuait de structurer ses pensées, prête à ressurgir à la moindre stimulation. Parallèlement à ces tensions diffuses, un événement venait offrir en apparence un contraste lumineux, le mariage de Boris et Muriel. Tout semblait réuni pour créer une parenthèse de stabilité dans un environnement marqué par les conflits. Les regards des invités, les gestes codifiés de la cérémonie et la présence de Thomas au centre de l'attention contribuaient à construire l'image d'un moment harmonieux. La participation de l'enfant, chargé de porter les alliances, ne relevait pas d'un simple détail symbolique. Elle incarnait l'idée d'une continuité, d'une transmission et d'un avenir que Boris et Muriel tentaient de construire ensemble. Dans cette scène, Boris donnait l'impression de s'ancrer enfin dans une forme de sérénité, comme si ce moment lui permettait de redéfinir sa place et de se projeter dans une stabilité nouvelle. Muriel, à ses côtés, semblait partager cette aspiration, renforçant l'illusion d'un équilibre retrouvé. Cependant, cette harmonie restait superficielle, car elle ne prenait pas en compte les tensions sous-jacentes qui continuaient de circuler entre les individus présents. Dans l'ombre de cette célébration,
Ève observait la scène avec une attention particulière, et ce qu'elle percevait ne correspondait en rien à l'image de bonheur collectif qui se déployait sous ses yeux. Les gestes, les regards, les mots échangés réactivaient en elle des souvenirs et des ressentis qu'elle n'avait jamais réellement dépassés. Ainsi, alors que la cérémonie avançait et que les apparences semblaient confirmer une forme d'équilibre, une autre réalité se dessinait en filigrane. Une réalité faite de tensions accumulées, de rancœurs non résolues et de décisions en suspens, qui ne demandait qu'un élément déclencheur pour émerger pleinement et transformer ce moment de célébration en un point de bascule. À mesure que la journée avançait, les tensions jusque-là diffuses commençaient à prendre une forme plus concrète, comme si chaque personnage se rapprochait lentement d'un point de rupture qu'aucun ne pouvait encore pleinement mesurer. Ce qui, quelques heures plus tôt, relevait encore de l'incertitude ou de la supposition, s'inscrivait désormais dans une dynamique irréversible où chaque choix risquait d'avoir des conséquences en chaîne. Fourneau, toujours enfermé dans son dilemme, se trouvait progressivement acculé à une décision qu'il savait impossible à assumer pleinement, quelle que soit l'option choisie. D'un côté, la pression exercée par Sérignan s'apparentait à une mécanique implacable, une forme de chantage qui ne laissait aucune marge de manœuvre sans contrepartie. De l'autre, l'intervention d'Elisabeth introduisait une dimension plus insidieuse, car elle ne reposait pas uniquement sur une contrainte extérieure, mais sur un levier émotionnel qui venait brouiller son jugement. Lorsqu'elle s'adressa à lui, ce ne fut pas avec l'autorité froide qu'elle pouvait déployer dans ses affaires, mais avec une forme de vulnérabilité calculée qui rendait sa demande plus difficile à refuser. Elle ne se contentait pas d'exiger la publication de la brève, elle l'inscrivait dans une logique affective, transformant une décision professionnelle en un acte personnel chargé de sens. Cette stratégie, bien que subtile, plaçait Fourneau dans une position encore plus inconfortable, car elle neutralisait les repères rationnels auxquels il se raccrochait habituellement. Dans cet enchevêtrement de pressions contradictoires, il commença à percevoir que son rôle ne consistait plus à choisir librement, mais à arbitrer entre deux formes de perte. Publier signifiait céder au chantage et compromettre l'intégrité de la rédaction. Refuser signifiait affronter les conséquences d'un conflit direct avec Sérignan et perdre le soutien implicite d'Elisabeth. Cette impasse progressive révélait une vérité plus profonde, il n'avait déjà plus le contrôle. Pendant ce temps, Elisabeth poursuivait son avancée stratégique avec une précision qui contrastait avec l'hésitation de Fourneau. Sa rencontre avec Sérignan n'était pas une simple tentative de dialogue, mais une mise en scène où chaque mot, chaque silence, participait à une construction plus large. Elle évitait les confrontations directes, préférant suggérer, détourner, observer les réactions de son interlocuteur pour mieux ajuster sa position. Dans cet échange feutré, elle cherchait avant tout à obtenir une garantie implicite, une forme d'assurance qui lui permettrait de sécuriser sa position sans s'exposer frontalement. Cependant, elle savait que face à un homme comme Sérignan, toute certitude restait fragile. C'est précisément cette incertitude qui alimentait sa détermination, car elle comprenait que le véritable enjeu ne résidait pas seulement dans l'article, mais dans le rapport de force qu'il révélait. De son côté, Catherine, désormais convaincue d'avoir été instrumentalisée, commençait à reconstituer les pièces du puzzle. L'entretien avec Elisabeth prenait un sens nouveau, et chaque détail lui apparaissait rétrospectivement comme un indice d'une stratégie en cours. Cette prise de conscience ne la conduisait pas à une réaction immédiate, mais à une posture d'attente, presque analytique, dans laquelle elle cherchait à anticiper les mouvements à venir plutôt qu'à y répondre dans l'urgence. Dans un autre registre, mais avec une intensité croissante, Ève se retrouvait confrontée à ses propres limites. La cérémonie de mariage, qui aurait dû représenter un moment de transition, devenait pour elle un déclencheur émotionnel de plus en plus difficile à contenir. Chaque scène observée, chaque interaction entre Boris et Muriel, venait raviver des souvenirs qu'elle n'avait jamais réellement dépassés. Lorsque Boris s'adressa à Thomas avec une tendresse évidente, évoquant implicitement une relation paternelle, quelque chose se fissura en elle. Ce geste, anodin pour les autres, prenait pour Ève une signification profondément perturbante, car il remettait en question sa propre perception des événements passés. L'image d'une famille en construction se superposait à celle d'un passé conflictuel, créant une dissonance émotionnelle qu'elle ne parvenait pas à résoudre. Peu à peu, les souvenirs du procès refirent surface, non pas comme une simple réminiscence, mais comme une reconstitution presque sensorielle des moments les plus marquants. Les paroles de Muriel, les accusations portées contre Boris, les tensions qui avaient traversé chaque échange revenaient avec une intensité intacte. Ce retour du passé ne laissait aucune place à l'apaisement qu'elle espérait atteindre en entamant une démarche thérapeutique. Ainsi, malgré les apparences d'un effort pour avancer,
Ève restait prisonnière d'un cycle émotionnel qui la ramenait sans cesse à ce point de départ où la colère dominait tout. Cette contradiction entre sa volonté affichée de changer et son incapacité à se détacher du passé constituait le véritable cœur de son conflit intérieur. Dans le même temps, la cérémonie poursuivait son déroulement, offrant aux invités l'image d'une union réussie et d'un avenir prometteur. Les gestes étaient précis, les regards échangés semblaient sincères, et tout concourait à renforcer cette impression d'harmonie. Pourtant, cette harmonie reposait sur un équilibre fragile, car elle ignorait les tensions invisibles qui continuaient de se développer en parallèle. C'est dans ce contexte que Fourneau, après avoir longuement hésité, franchit une étape décisive. Il demanda à Marc de publier la brève, affirmant ainsi une décision qui, en apparence, mettait fin à son indécision. Ce choix, cependant, n'était pas le fruit d'une conviction claire, mais d'un épuisement face aux pressions accumulées. En décidant d'agir, il ne résolvait pas le problème, il le déplaçait. Pour Elisabeth, cette publication représentait un soulagement immédiat, comme si un poids venait d'être levé. Elle y voyait la confirmation que sa stratégie portait ses fruits, et surtout, la preuve qu'elle pouvait encore influencer le cours des événements. Cette impression de victoire, pourtant, reposait sur une lecture incomplète de la situation. Car dans l'ombre de cette décision, quelque chose continuait de se jouer. Quelque chose que ni Elisabeth, ni Ève, ni même Fourneau ne maîtrisaient encore totalement. Et c'est précisément cette zone d'incertitude qui allait bientôt transformer ce qui semblait être une résolution en un retournement brutal. À la sortie de la cérémonie, une forme d'euphorie collective semblait s'être installée, comme si l'instant venait suspendre temporairement toutes les tensions accumulées au fil des jours. Les invités, portés par l'émotion du moment, se laissaient aller à une légèreté qui contrastait avec la complexité des enjeux invisibles. Les sourires, les gestes affectueux et les échanges chaleureux donnaient l'illusion d'un équilibre retrouvé, comme si, l'espace d'un instant, chacun acceptait de croire à la sincérité de ce bonheur partagé. Boris, au centre de cette attention, apparaissait transformé. Là où subsistaient autrefois des hésitations et des conflits internes, il laissait désormais place à une forme de sérénité presque inattendue. En se tournant vers Muriel, il semblait s'ancrer dans une réalité qu'il avait longtemps cherchée sans parvenir à la stabiliser. Leur union, scellée quelques instants plus tôt, ne représentait pas seulement un engagement symbolique, mais une tentative de reconstruction, un effort pour redéfinir les contours d'une vie plus apaisée. Muriel, de son côté, s'inscrivait dans cette dynamique avec une retenue qui trahissait une certaine lucidité. Elle accueillait cette joie, mais sans jamais s'y abandonner totalement, comme si une partie d'elle restait consciente de la fragilité de cet instant. Cette nuance, imperceptible pour la plupart des invités, révélait pourtant une compréhension plus profonde de la situation, une capacité à percevoir ce que d'autres préféraient ignorer. Au cœur de cette scène, Thomas incarnait une forme de lien qui dépassait les tensions adultes. Lorsqu'il se laissa porter dans les bras de Boris, répondant à son appel avec une spontanéité désarmante, une image forte se dessina, celle d'une famille en train de se construire, malgré les fractures du passé. Ce moment, d'une simplicité apparente, possédait une charge émotionnelle considérable, car il venait valider une relation qui, jusqu'ici, restait encore en devenir. Cependant, cette image, aussi forte soit-elle, n'était pas perçue de la même manière par tous. Ève, en observant cette scène, ressentit une réaction immédiate qu'elle ne put contenir. Ce qui, pour les autres, relevait de l'évidence affective, prenait pour elle une signification bien plus complexe. L'idée même de voir Boris occuper cette place auprès de Thomas, de s'inscrire dans un rôle qu'elle associait à d'autres événements, déclenchait en elle une tension intérieure difficile à maîtriser. Les souvenirs du procès refirent surface avec une intensité accrue, non pas comme de simples images, mais comme une expérience presque tangible. Elle revivait les échanges, les accusations, les moments où la vérité semblait se dérober derrière les stratégies de défense et les interprétations contradictoires. Dans cette reconstitution mentale, Muriel ne représentait plus seulement une jeune mariée, mais une figure associée à une injustice ressentie, à une version des faits qu'elle n'avait jamais acceptée. Cette superposition entre le présent et le passé créait une dissonance de plus en plus difficile à contenir. Plus la fête avançait, plus cette tension intérieure prenait de l'ampleur, transformant chaque détail en déclencheur potentiel. Le bonheur affiché par Boris et Muriel ne parvenait pas à masquer ce que Ève continuait de percevoir comme une incohérence, voire une forme d'injustice. Pendant ce temps, Elisabeth observait la scène avec un regard différent, détaché en apparence, mais profondément impliqué dans les enjeux qui se jouaient en parallèle. La confirmation de la publication de la brève lui avait apporté un soulagement immédiat,
presque physique, comme si une menace venait d'être écartée. Dans son esprit, cette décision marquait une victoire stratégique, la preuve que son influence restait intacte malgré les obstacles. Elle se tourna vers Alain avec une assurance retrouvée, convaincue d'avoir enfin pris l'ascendant dans ce rapport de force complexe. L'affaire qui pesait sur elle semblait désormais derrière elle, et cette libération lui permettait de se projeter à nouveau vers l'avenir avec une certaine sérénité. Cette perception, toutefois, reposait sur une lecture partielle de la situation, car elle ignorait encore les ajustements en cours dans l'ombre. Dans les locaux de la rédaction, justement, l'atmosphère avait changé de nature. Là où dominait auparavant l'hésitation, une forme de tension silencieuse s'était installée, comme si chacun percevait que la décision prise par Fourneau ne constituait pas une conclusion, mais une étape intermédiaire. Marc, chargé de la publication, avançait avec une rigueur professionnelle, sans pour autant ignorer le poids de ce qu'il manipulait. La brève, désormais prête, portait en elle une capacité de déstabilisation qui dépassait largement son apparente simplicité. Chaque mot avait été vérifié, chaque information recoupée, mais au-delà de la véracité des faits, c'était leur impact qui posait question. Publier ne signifiait pas seulement informer, mais déclencher une série de réactions dont personne ne pouvait anticiper pleinement les conséquences. Fourneau, en validant cette étape, ne trouvait pourtant pas l'apaisement qu'il espérait. Au contraire, une inquiétude diffuse continuait de le traverser, comme si une partie de lui refusait d'accepter que cette décision puisse réellement clore le conflit. Cette sensation persistante révélait une lucidité inconsciente, il savait que quelque chose n'était pas terminé. Et tandis que la fête battait son plein, que les rires couvraient les silences et que les apparences semblaient confirmer une forme d'équilibre, une autre dynamique se mettait en place, plus discrète mais infiniment plus déterminante. Une dynamique dans laquelle une décision pouvait encore être remise en question. Une dynamique où le point de non-retour n'était peut-être pas encore franchi. À mesure que les heures s'écoulaient, une tension plus sourde encore commençait à s'installer, presque imperceptible pour ceux qui restaient absorbés par la célébration, mais de plus en plus oppressante pour ceux qui se trouvaient au cœur des décisions à venir. Ce qui, jusque-là, relevait d'un enchaînement logique d'événements prenait désormais une tournure plus instable, comme si l'équilibre fragile sur lequel reposait toute la situation était sur le point de céder. Dans les locaux de la rédaction, l'atmosphère n'avait rien de festif. Au contraire, elle était marquée par une concentration inhabituelle, presque lourde, où chaque mouvement semblait peser avec une attention extrême. La brève, désormais engagée dans le processus d'impression, n'était plus un simple document, mais un élément actif d'un mécanisme en cours, dont les conséquences allaient bientôt dépasser le cadre interne du journal. Fourneau, face à cette réalité en marche, ne parvenait pas à trouver l'apaisement qu'il avait espéré en validant la publication. Plus les minutes passaient, plus une sensation d'incohérence grandissait en lui, comme si la décision prise ne correspondait pas à ce qu'il percevait comme juste ou viable à long terme. Cette dissonance intérieure ne reposait pas uniquement sur la pression extérieure, mais sur une prise de conscience progressive. Publier ne mettait pas fin au problème, cela risquait au contraire de l'aggraver. Les arguments qui, quelques heures plus tôt, semblaient rationnels commençaient à perdre de leur solidité. Le chantage de Sérignan, bien que réel, apparaissait désormais comme une mécanique dans laquelle il s'était lui-même enfermé en acceptant d'y répondre. De son côté, la demande d'Elisabeth, bien que portée par une dimension affective, révélait une forme de dépendance qui ne correspondait pas à l'équilibre qu'il avait toujours cherché à maintenir entre sa vie personnelle et ses responsabilités professionnelles. Dans cette réflexion, une idée s'imposa progressivement à lui, non pas comme une évidence immédiate, mais comme une intuition persistante, il était encore temps d'agir. Tant que la brève n'était pas définitivement diffusée, tant que le journal n'était pas entre les mains du public, une marge de manœuvre subsistait. Cette possibilité, aussi fragile soit-elle, devenait soudain centrale dans son raisonnement. Pendant ce temps, à distance de cette tension, la célébration du mariage continuait de se déployer selon une logique presque autonome. Les invités, rassemblés autour de Boris et Muriel, poursuivaient les échanges, les félicitations et les gestes de convivialité qui accompagnaient traditionnellement ce type d'événement. L'atmosphère restait chaleureuse, mais cette chaleur n'était pas uniforme, car certaines présences introduisaient des nuances que seuls les plus attentifs pouvaient percevoir. Ève, en particulier, se trouvait dans un état intérieur de plus en plus instable. Ce qu'elle avait tenté de contenir jusque-là commençait à prendre une ampleur difficile à maîtriser. Les images qu'elle avait accumulées au fil de la journée, les gestes de Boris envers Thomas, les regards échangés avec Muriel, l'impression d'une normalité reconstruite, continuaient de se superposer aux souvenirs du passé, créant une tension interne qui ne trouvait aucun point de résolution.
Cette accumulation produisait un effet progressif, presque insidieux. Il ne s'agissait pas d'une explosion immédiate, mais d'une montée lente, constante, qui modifiait sa perception de chaque détail. Ce qui, pour les autres, relevait d'un moment heureux, devenait pour elle une forme de provocation involontaire, une représentation d'un équilibre qu'elle ne reconnaissait pas comme légitime. Dans cette dynamique, sa décision de consulter un psy apparaissait déjà comme insuffisante, voire décalée par rapport à l'intensité de ce qu'elle ressentait réellement. Elle n'était pas encore dans une phase de reconstruction, mais dans une phase de confrontation avec elle-même, où chaque émotion semblait amplifier la suivante au lieu de l'apaiser. Parallèlement, Elisabeth continuait de savourer ce qu'elle percevait comme une victoire stratégique. La confirmation de la publication de la brève avait consolidé son sentiment de contrôle, lui donnant l'impression d'avoir repris l'ascendant dans un rapport de force qui lui avait momentanément échappé. Cette sensation de maîtrise renforçait sa confiance, mais elle reposait sur une variable qu'elle ne contrôlait pas totalement, la stabilité de la décision de Fourneau. Car, dans l'ombre de cette certitude, quelque chose continuait d'évoluer. Fourneau, de plus en plus absorbé par ses doutes, commençait à envisager les conséquences concrètes de la publication. Il ne s'agissait plus seulement de répondre à une pression immédiate, mais d'assumer un enchaînement d'effets qui pourrait affecter durablement la rédaction, sa crédibilité et sa propre position. Cette projection, plus lucide que ses réflexions précédentes, introduisait une rupture dans son raisonnement initial. À mesure que cette lucidité s'installait, une tension nouvelle apparaissait, non plus liée aux pressions extérieures, mais à sa propre capacité à revenir sur une décision déjà engagée. Ce retour en arrière, s'il devait avoir lieu, ne serait pas sans conséquences. Il impliquerait de reconnaître une erreur, de s'exposer à d'autres formes de conflit et de redéfinir sa position face à tous les acteurs impliqués. Cependant, malgré ces risques, l'idée de ne pas intervenir devenait de plus en plus difficile à soutenir. Il ne s'agissait plus seulement de choisir entre deux options, mais de décider s'il acceptait ou non de laisser une mécanique qu'il jugeait désormais problématique aller jusqu'à son terme. Dans cet instant suspendu, où les événements semblaient ralentir sans pour autant s'arrêter, une décision se préparait. Une décision qui ne serait pas dictée par la peur, ni par l'influence, mais par une nécessité intérieure de rétablir un équilibre qu'il sentait lui échapper. Et tandis que, à l'extérieur, la fête continuait de masquer les tensions sous une apparence de normalité, à l'intérieur de la rédaction, un basculement devenait inévitable. Un basculement qui allait transformer une décision déjà actée en un retournement inattendu. À cet instant précis, tout semblait encore pouvoir suivre son cours logique, comme si la décision de publier la brève avait définitivement scellé l'issue de cette confrontation silencieuse. Les machines tournaient, les processus étaient enclenchés, et dans l'enchaînement technique qui caractérisait la production du journal, chaque étape rapprochait un peu plus le texte de sa diffusion publique. Pourtant, derrière cette apparente irréversibilité, une faille persistait. Fourneau, immobile face à cette mécanique en marche, ressentait avec une intensité croissante le poids de sa propre décision. Ce qu'il avait validé quelques instants plus tôt ne lui apparaissait plus comme un choix assumé, mais comme une réaction dictée par l'urgence et la pression. Plus il observait le processus se dérouler, plus une conviction s'imposait à lui. Il ne pouvait pas laisser les choses aller jusqu'au bout. Cette prise de conscience ne fut pas brutale, mais progressive, presque insidieuse. Elle s'imposa à lui comme une évidence qu'il avait tenté d'ignorer, mais qui revenait avec une force accrue à mesure que le point de non-retour approchait. Il comprenait désormais que publier ne signifiait pas simplement répondre à une contrainte extérieure, mais enclencher une série de conséquences qu'il ne maîtriserait plus. Dans cette lucidité tardive, une tension nouvelle apparut, plus radicale que toutes celles qu'il avait affrontées jusque-là, la nécessité d'agir contre sa propre décision. Autour de lui, rien ne semblait indiquer l'urgence de ce retournement. Les équipes continuaient leur travail avec la rigueur habituelle, les échanges restaient professionnels, et la brève suivait son chemin vers l'impression sans susciter d'interruption visible. Cette normalité apparente renforçait le contraste avec ce qui se jouait intérieurement en lui, comme si le monde extérieur avançait à un rythme différent de celui de sa conscience. Dans le même temps, à plusieurs kilomètres de là, Elisabeth continuait de s'abandonner à ce qu'elle percevait comme une victoire. Libérée du poids qui pesait sur elle depuis plusieurs jours, elle se projetait déjà dans les conséquences positives de cette publication. Pour elle, la brève représentait bien plus qu'un simple article. Elle incarnait la fin d'un rapport de force défavorable et la confirmation qu'elle restait capable d'imposer sa volonté. Cette sensation de soulagement, presque euphorique, la plaçait dans une position de confiance qui la rendait momentanément aveugle aux ajustements encore possibles.
Elle ne percevait pas que, dans l'ombre, la décision qu'elle croyait acquise était en train de vaciller. Parallèlement, la célébration du mariage poursuivait son déroulement, mais l'atmosphère avait légèrement changé, comme si une fatigue diffuse venait atténuer l'intensité des émotions initiales. Les échanges restaient chaleureux, mais moins spontanés, et une forme de relâchement s'installait progressivement parmi les invités. Eve, cependant, ne ressentait aucun apaisement. Au contraire, plus le temps passait, plus la tension intérieure qu'elle portait prenait de l'ampleur. Les images de la journée continuaient de se répéter dans son esprit, mais elles n'étaient plus simplement observées, elles étaient analysées, interprétées, déconstruites. Ce travail mental, presque compulsif, transformait chaque détail en élément à charge, renforçant une perception déjà biaisée par la douleur et la colère. La scène où Boris avait accueilli Thomas dans ses bras revenait avec une intensité particulière, comme un point de fixation autour duquel s'organisait tout le reste. Cette image, qui symbolisait pour les autres une forme d'harmonie, devenait pour elle une source de conflit intérieur, car elle remettait en cause une lecture du passé qu'elle n'était pas prête à abandonner. Dans cette spirale, sa décision de consulter un psy apparaissait désormais comme une tentative encore trop fragile pour contenir ce qui se jouait réellement en elle. Elle n'était pas dans un processus de guérison, mais dans une phase où chaque émotion amplifiait la suivante, sans possibilité de stabilisation. Et tandis que ces tensions continuaient de se développer en parallèle, Fourneau franchit enfin le seuil qui séparait la réflexion de l'action. Ce moment ne fut accompagné d'aucun effet spectaculaire, d'aucune mise en scène particulière. Il prit la forme d'une décision nette, presque sèche, qui contrastait avec les hésitations précédentes. En interrompant le cours normal du processus, il introduisait une rupture brutale dans une mécanique qui semblait jusque-là inarrêtable. L'ordre fut donné. L'impression devait être stoppée. Cette injonction, simple dans sa formulation, portait en elle une portée considérable. Elle ne remettait pas seulement en question la publication de la brève, elle invalidait tout ce qui avait été engagé en amont, redéfinissant instantanément les équilibres entre les différents acteurs. Dans cet instant suspendu, où la machine s'arrête et où le flux se brise, une nouvelle configuration se mettait en place. Une configuration dans laquelle rien n'était plus acquis. Une configuration où ceux qui pensaient avoir gagné allaient devoir faire face à une réalité totalement différente. L'instant où l'ordre de stopper l'impression fut exécuté ne produisit pas de chaos visible, mais une rupture silencieuse, presque imperceptible à l'extérieur, qui allait pourtant redéfinir l'ensemble des rapports de force en présence. Là où tout semblait engagé dans une trajectoire irréversible, une décision venait de réintroduire l'incertitude, transformant ce qui apparaissait comme une conclusion en un nouveau point de départ. Dans les locaux de la rédaction, cette interruption provoqua une suspension du temps. Les gestes s'arrêtèrent, les regards se croisèrent, et une forme d'incompréhension circula, sans qu'elle ne soit immédiatement formulée. La mécanique, jusque-là fluide, venait d'être brutalement interrompue, laissant apparaître la fragilité d'un processus que l'on croyait maîtriser. Fourneau, au centre de cette décision, ne cherchait plus à justifier son choix. Ce qui, quelques instants plus tôt, relevait encore du doute et de l'hésitation, s'était transformé en une forme de certitude intérieure. Il savait que ce retournement ne le protégerait pas des conséquences à venir, mais il acceptait désormais cette exposition comme le prix d'un rééquilibrage nécessaire. En refusant d'aller jusqu'au bout de la publication, il ne résolvait pas le conflit, mais il en modifiait profondément les termes. À distance de cette scène, Elisabeth continuait d'évoluer dans une perception qui ne correspondait plus à la réalité en train de se construire. Convaincue d'avoir remporté une victoire décisive, elle s'était déjà projetée au-delà de l'événement, imaginant les effets positifs de cette publication sur sa situation. Cette anticipation, fondée sur une certitude désormais obsolète, renforçait l'intensité du choc qui l'attendait. Car lorsque l'information lui parviendrait, elle ne représenterait pas simplement un contretemps, mais une remise en cause brutale de son sentiment de contrôle. Ce qu'elle croyait acquis venait d'être annulé, non pas par une force extérieure, mais par celui-là même qu'elle pensait avoir influencé. Cette inversion allait nécessairement produire une réaction, car elle touchait au cœur de son mode de fonctionnement, la maîtrise des situations. Dans le même temps, la célébration du mariage s'approchait de sa fin, laissant place à une fatigue diffuse qui accompagnait naturellement la retombée émotionnelle. Les invités se dispersaient progressivement, les échanges se faisaient plus rares, et l'intensité du moment cédait la place à une forme de calme relatif. Pour Boris et Muriel, ce passage marquait le début d'une nouvelle étape, moins exposée, mais tout aussi déterminante. Leur union, officialisée devant tous,
devait désormais trouver sa place dans une réalité quotidienne qui ne tarderait pas à révéler ses propres défis. L'image d'une famille en construction, renforcée par la présence de Thomas, restait forte, mais elle ne pouvait effacer les tensions qui continuaient d'exister en arrière-plan. Eve, quant à elle, ne parvenait pas à s'inscrire dans cette transition. Là où les autres amorçaient un retour progressif à une forme de normalité, elle restait enfermée dans une dynamique intérieure qui ne connaissait pas de ralentissement. Les événements de la journée, loin de s'estomper, continuaient de résonner en elle avec une intensité intacte. Chaque souvenir, chaque image, chaque détail alimentait une réflexion qui tournait en boucle, sans jamais parvenir à une conclusion apaisée. Ce qui se jouait en elle dépassait désormais la simple réaction émotionnelle. Il s'agissait d'un processus plus profond, dans lequel la perception du présent était constamment filtrée par une interprétation du passé qu'elle refusait de remettre en question. Cette rigidité, loin de la protéger, renforçait son isolement, car elle l'empêchait d'intégrer les évolutions visibles autour d'elle. Ainsi, malgré sa décision de consulter un psy, Eve restait à distance de toute forme de résolution. Elle n'était pas encore prête à déconstruire ce qui la définissait depuis trop longtemps, et cette résistance intérieure la maintenait dans un état de tension permanente. Dans ce contexte, les trajectoires des différents personnages semblaient diverger, chacun avançant selon une logique propre, sans que leurs mouvements ne s'accordent réellement. Fourneau venait de rompre un enchaînement en cours, Elisabeth s'apprêtait à découvrir l'effondrement d'une certitude, Boris et Muriel tentaient de construire une stabilité, et Eve continuait de s'enfoncer dans un conflit intérieur non résolu. Cette multiplicité de dynamiques ne produisait pas encore de confrontation directe, mais elle créait un terrain propice à de futurs affrontements. Les décisions prises, les émotions contenues et les incompréhensions accumulées constituaient autant de lignes de fracture prêtes à se croiser. Dans cet équilibre instable, rien n'était véritablement réglé. Au contraire, tout semblait désormais ouvert. Et si certains pensaient avoir évité le pire en interrompant une publication, ils ne faisaient en réalité que repousser une confrontation devenue inévitable. Car ce qui n'avait pas été révélé aujourd'hui trouverait une autre manière d'émerger. Et cette fois, personne ne serait en mesure d'en contrôler les conséquences.